on commence, on commence la troisième séance virtuelle. Aujourd'hui, en fait, on va continuer sur le machine learning, sur l'apprentissage supervisé, sur la classification. C'est-à-dire, on va continuer sur la classification pour la troisième semaine. En fait, pendant ces séances réduites, on est en train de travailler sur des créneaux réduits. Bref, donc, depuis 2 semaines, nous avons commencé à travailler sur un algorithme hyper important. Eh ben, nous avons travaillé sur l'algorithme arbre de décision. Bon, le choix de cet algorithme est stratégique. Pourquoi il est stratégique? Car cet algorithme, en fait, on le trouve dans presque dans toutes les techniques ensemblistes, dans toutes les méthodes ensemblistes. Random forest, forêt aléatoire, XGBoost, GBM, CatBoost, ainsi de suite, ainsi de suite. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? La semaine passée, en fait, nous avons commencé le cours sur les techniques ensemblistes. Voilà, donc je vous rappelle ce qu'on a fait. Ok. Juste, la chose la plus importante par rapport à la séance de la semaine passée, c'était la dualité interprétation-accuracy. C'est-à-dire force de prédiction du modèle contre l'interprétation du modèle. Nous avons vu que malheureusement, on ne trouve pas en fait un modèle idéal, c'est-à-dire qui permet, c'est-à-dire d'avoir une force de frappe très forte, c'est-à-dire une force de prédiction très forte, et en même temps une interprétation facile. Malheureusement, trouver ces deux critères dans un même algorithme est très compliqué pour l'instant. Voilà pourquoi il faut en fait savoir utiliser tous les algorithmes de classification. Et je commence directement à vous montrer en fait ces algorithmes de classification. Donc vous allez trouver ces algorithmes dans le fichier All Classifier Machine Learning. Voilà. Donc voilà les algorithmes. Je vais zoomer un peu. Voilà. Allez. Alors, donc dans la plateforme Scikit-Learn. Et voilà pourquoi nous avons choisi, c'est-à-dire de vous fournir le module Data Mining Machine Learning avec Python, car Python, cette technologie offre en fait beaucoup de possibilités. Donc, on peut unifier le traitement dans cette bibliothèque Scientific Kit for Machine Learning. Donc, dans Scikit-Learn, on trouve les deux algorithmes de classification, Decision Genetic Classifier et Extra Tree Classifier. D'accord? Il suffit d'aller au sous-module tree. Puis, si on va regarder le sous-module ensemble, ou bien ensemble, on va trouver plein d'algorithmes de classification. Random Forest Classifier. On va trouver après AdaBoost Classifier, Extra Trees Classifier, Gradient Boosting Classifier. Puis, on va trouver un algorithme qui s'appelle Random Trees Embedding. Puis, attention, Isolation Forest, en fait, c'est un algorithme de classification, mais il est un peu particulier. C'est un algorithme qui permet de détection d'anomalies, détecter les fraudes. Il permet de détecter les fraudes, les anomalies. Laissez-moi écrire plutôt anomalies. C'est un algorithme hyper puissant, spécialement quand toi, tu vas aller chercher un bon client, par exemple, parmi 10 000 mauvais clients, ou bien un mauvais client parmi 1 million de bons clients. Il permet vraiment de détecter ces outliers. Bon, je continue. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le voting classifier dans le cours. Donc, dans le sous-module linear model, on trouve logistic regression. C'est un algorithme très connu, c'est un modèle mathématique, très connu en classification. Il y a l'algorithme perceptron, c'est-à-dire un neurone. Et puis, nous avons l'algorithme EGD Classifier, Stochastic Gradient Descent. Nous avons en fait l'algorithme très connu Support Vector Machine. Donc là, je suis en train d'instancier ou bien d'utiliser Support Vector Classifier. Et puis, on passe aux algorithmes probabilistes basés sur le théorème de Bayes. Donc, Gaussian MB, c'est-à-dire qu'il utilise en fait des probabilités gaussiennes, une loi de probabilité gaussienne, une loi de probabilité de Bernoulli. Et à la fin, oui, vous n'êtes pas en train de rêver. À l'intérieur de Scikit-Learn, on trouve en fait un réseau de neurones. Mais attention, ce ne sont pas des réseaux de neurones profonds.
C'est-à-dire, ce sont pas on peut pas faire du deep learning avec scikit-learn. Scikit-learn permet uniquement de faire en fait du shallow learning. Shallow, c'est-à-dire des réseaux de neurones peu profonds. On appelle ça MLP classified. Et si je décommente ces 3 commandes, pourquoi? Car moi, j'ai déjà installé XGBoost, j'ai déjà installé LightGBM et j'ai déjà installé CatBoost. Pour vous, hein, donc quand je vais exécuter cette cellule, ces 3 lignes vont marcher. Et je vous rappelle qu'il s'agit de 3 algorithmes de classification, mais qui ne se trouvent pas à l'intérieur de scikit-learn. D'accord? Bien sûr, si vous voulez installer XGBoost, LightGBM, CatBoost, je disais, avant de commencer l'enregistrement, qu'il suffit d'aller sur leur site, hein, LightGBM, voilà pour LightGBM, CatBoost, ok? Après, il suffit que tu écris pip install CatBoost. Ne faites pas ça aujourd'hui, hein, on va pas. Vous pouvez faire ça cet après-midi ou demain, quoi. Après, voilà pour XGBoost. Et bien sûr, il n'y a pas que ces algorithmes de classification. Là, je parle plutôt machine learning. Il ne faut pas oublier les algorithmes de classification venant du deep learning. Donc, vraiment, c'est de la folie, hein. Donc, vous avez beaucoup de choix par rapport à l'utilisation des algorithmes de classification. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment, en fait, on va unifier les prédictions de ces algorithmes, c'est-à-dire la force de frappe de ces algorithmes avec ces techniques ensemblistes. B. Ayata. Maintenant, vous allez me dire, Tawa, vous êtes ingénieur informaticien, la chose la plus importante qui vous intéresse, eh ben, ce sont les démonstrations. Vous allez me dire, vous êtes en train de nous donner une technique, vous êtes en train de raconter que quand on mélange plusieurs algorithmes, plusieurs classifieurs, on améliore le résultat. Existe-t-il une démonstration rigoureuse? Voilà, y a-t-il une démonstration rigoureuse de l'ensemble learning? Et surtout, que fait que les méthodes ensemblistes marchent? Bon, pour répondre à cette question-là, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de démonstration mathématique rigoureuse qui montre que les techniques ensemblistes marchent. Par contre, en fait, nous avons une preuve par la pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, je vous donne un exemple. Par exemple, les lois de Newton. Quand toi, tu prends les lois de Newton, les lois des gravités, les lois de mécanique de Newton, jusqu'à maintenant, on ne trouve pas de démonstration mathématique. Par exemple, la deuxième loi de Newton n'est pas démontrable mathématiquement. Et malgré ça, avec les lois de Newton, on arrive à envoyer des missiles sur la Lune et on envoie des missions sur la planète Mars. Et bien, en fait, pourquoi on sait que les lois de Newton marchent? Car tout simplement, quand on utilise ces lois, on ne trouve pas en fait une indication contraire. On trouve pas. Donc, ce sont des lois qui marchent, sauf preuve contraire. Et bon, on va appliquer la même technique de démonstration pour les méthodes ensemblistes. Tout a commencé alors avec le challenge Netflix. Je pense que spécialement pendant cette période de confinement, tout le monde sait qu'est-ce que c'est Netflix, hein. Alors, Netflix, en fait, en 2006, donc depuis 14 ans, elle a proposé une récompense à celui qui améliore son système de recommandation en se basant sur les données historiques collectées à partir de ses clients. C'est-à-dire, en fait, l'utilisateur du site Netflix, une fois il regarde un film ou bien une série, il commence soit il va écrire un paragraphe, c'est-à-dire pour dire voilà c'était bien, ou bien il va dire voilà j'ai pas aimé cette série. Après en fait il va donner un rating, c'est-à-dire il va donner une évaluation de cette série. Bien sûr Netflix a gardé des millions. C'est-à-dire, puisqu'elle a des millions d'utilisateurs depuis 2006, donc elle a gardé, cette entreprise, toutes ces évaluations, puis elle a proposé cette base de données à des chercheurs à l'époque. À l'époque, en fait, on parlait pas de machine learning. À l'époque, en fait, on parle d'apprentissage statistique. C'est-à-dire, le hype de machine learning a commencé plutôt à partir de 2010-2012. En 2006, on appelle ce domaine statistique. Analyse des données statistiques et surtout apprentissage statistique.
Donc, le but de ce challenge, c'était d'améliorer les prédictions de Netflix uniquement de 10%. C'est-à-dire, on va améliorer les prédictions de 10%. Et l'équipe qui va améliorer de 10% va gagner 1 million d'euros. Bon, c'est énorme, hein, 1 million d'euros. Voilà, enfin, à cause ou bien grâce à cette récompense, plusieurs équipes de chercheurs ont essayé vraiment de participer à cette compétition. Maintenant, bien sûr, on trouve plusieurs sites de compétition comme Kaggle. En Afrique, en fait, on trouve Zenda, je pense. Attendez, est-ce que j'ai ça ici? Voilà, Zandi. En fait, c'est un site sud-africain qui, là, par exemple, il propose une compétition. Enfin, il y a l'entreprise Steg qui a proposé des données sur les clients frauduleux, c'est-à-dire qui volent de l'électricité. Bon, on va parler de ça après, c'est-à-dire si vous voulez travailler sur ces fichiers. Ok, je continue. Donc, en 2007, uniquement une seule équipe, Belcore, a réussi à une amélioration de 8,43%. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au seuil de 10%. Belcore, ça vient du Bell Labs. En fait, c'est un laboratoire innovant qui a créé beaucoup de choses et qui a fait beaucoup d'inventions. Parmi ces inventions, on trouve le transistor, c'est-à-dire l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser là, son processeur contient des transistors, et bien ces transistors ont été créés dans les laboratoires Bell Labs. Donc en fait, c'est une équipe assez solide. Et malgré que cette équipe était en fait une équipe experte avec des vrais data scientists, hein, des vrais scientifiques savants en analyse de données, on n'a pas réussi à dépasser les 10%. Ok, donc cette équipe n'a pas gagné en fait un prix, le prix total, mais elle a gagné en fait une partie du prix. En 2008, aucune équipe n'a réussi à dépasser 9,43%, même l'équipe en fait du du professeur Geoffrey Hinton. Enfin, je vous rappelle qu'il existe en fait 4 spécialistes du deep learning, de machine learning au monde. Il y a Geoffrey Hinton, en fait, c'est un Canadien à l'université de Toronto. Il y a Ian LeCun, il est aux États-Unis, il travaille chez Facebook. Après, il y a le fameux Andrea Ng, en fait, il travaille aussi aux États-Unis. Et sincèrement, j'ai oublié le quatrième. Le quatrième, en fait, je pense Bengio, c'est un autre Canadien. Donc même l'intervention de l'équipe de Geoffrey Hinton n'a pas permis vraiment de dépasser les 10%. Donc la question c'était, c'est-à-dire je parle en 2008, que faire? Et là, rappelez-vous de l'exemple de la semaine passée. C'est-à-dire, toi, tu participes à cette émission qui veut gagner des millions, donc tu as deux choix. Soit tu vas en fait contacter un expert, enfin tu vas appeler ton ami est un expert. Ici, l'expert est joué par, le rôle de l'expert est joué par ces équipes isolées. Je répète, le rôle d'expert est joué par ces équipes isolées. Par contre, tu peux aussi, enfin, dans l'émission, demander l'avis du public, qui contient beaucoup de personnes ayant une expertise moyenne. Alors, à un moment donné, puisque, enfin, les méthodes ensemblistes, disons, le framework, le cadre théorique a été initié au début des années 2000, vers 2001, à Stanford, aux États-Unis. Donc, les meilleures deux équipes, Belcore et Beekhouse et Geoffrey Hinton, ont unifié leurs prédictions. Et bam, et qu'est-ce qu'on a remarqué? En fait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, enfin du machine learning, on remarque que quand on unifie les résultats de deux algorithmes, eh ben, on arrive quand même à améliorer la prédiction. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, en appliquant l'ensemble learning, les deux équipes ont dépassé le seuil de 9,43% d'amélioration. Tiens, et bien maintenant c'est bon, tout le monde a compris à l'époque, a compris la nécessité des méthodes ensemblistes. Donc, le 26 juin 2009, les 3 meilleures équipes, Belcore, Beekhouse, Pragmatic Unit, enfin déjà quand tu lis ici le nom de cette troisième équipe, Pragmatic Unit, déjà l'équipe est constituée par plusieurs data scientists. Donc chaque data scientist va appliquer un algorithme et puis en fait on va ensembler, on va unifier les résultats des prédictions de ces data scientists à l'intérieur de l'équipe. Donc, on va améliorer la prédiction. Et puis, en fait, on va unifier les résultats avec les autres équipes. Donc, pour la première fois, bon, c'était le 26 juin 2009, on a dépassé le seuil de 10%. Donc, la compétition, en fait, s'est arrêtée en juillet 2009
avec une amélioration de 10,6%. Bien sûr, c'était une amélioration, disons, collective. C'est une amélioration collective. Donc, malheureusement, aucune équipe n'a gagné le Grand Prix, 1 million d'euros, mais quand même, ils ont gagné des sommes d'argent considérables. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre séance, voilà la preuve pratique que l'ensemble learning marche très très bien. Voilà, donc à partir de maintenant, c'est-à-dire quand votre manager dans votre entreprise vous demande pourquoi vous êtes en train d'utiliser XGBoost, vous êtes en train en fait de mélanger des algorithmes, vous pouvez lui sortir cette preuve d'efficacité. Maintenant, allez, on commence maintenant en fait vraiment à partir vraiment à l'intérieur de ces méthodes ensemblistes. La semaine passée, nous avons juste évoqué l'existence du bagging et du boosting. Sauf que cette semaine, on va vraiment regarder comment ça fonctionne, ces techniques. D'accord? Donc, on est encore sous la question, pourquoi entraîner un seul classifieur quand on peut entraîner plusieurs? Donc, on va entraîner plusieurs classifieurs. Comment? Il existe ce qu'on appelle l'apprentissage collectif, puis le bagging, puis le boosting. Et dans le boosting, il existe une autre variété qui s'appelle gradient boosting. D'accord? B. Je vais commencer par l'apprentissage collectif. Ok, ça va, il n'y a pas de question. B. Aïe. Qu'est-ce que ça veut dire apprentissage collectif? L'apprentissage collectif, tu vas entraîner qu'un classifieur. Je ne sais pas moi, 20 algorithmes différents, ou bien peut-être le même algorithme. Bon, en apprentissage collectif, on va apprendre 20 algorithmes différents. Par exemple, on va prendre arbre de décision, on va prendre régression logistique, on va prendre support vector machine. Maintenant, notez bien, mettez voilà, plusieurs lignes rouges en dessous de cette expression. On va entraîner plusieurs algorithmes différents sur le même ensemble des données. Puis, on va appliquer la moyenne dans le cas d'une régression ou bien un système de vote majoritaire dans le cas d'une classification. Bon, je vous montre donc l'ensemble des données. Donc, devant vous ici, vous allez trouver un aperçu, enfin, juste 10 lignes du fichier qui contient les données du churn, enfin, le fichier contient des données d'un problème de désaxement, autre que le fichier donné à vous pour ce que je viens de vous donner, hein, le test, quoi. Donc, nous avons en fait 10 000 lignes, 10 000 clients. Enfin, j'ai parlé de ça hier et nous avons 14 colonnes. La dernière colonne, c'est une variable cible. Donc, voilà en fait notre ensemble des données. Ok, donc, à partir de cet ensemble de données, qu'est-ce qu'on va faire? Boum. En fait, on va diviser cet ensemble de données en deux ensembles. Train dataset, enfin, en rouge, oubliez cet ensemble. Et puis, test dataset, en rouge, puis train dataset. D'accord? Question maintenant, comment on passe d'un ensemble de données, c'est-à-dire les 10 000 lignes, les 10 000 clients, à cet ensemble, et bien sûr en utilisant une technique d'échantillonnage statistique appelée random sampling, échantillonnage aléatoire, enfin le fameux algorithme train test split. Maintenant, on va oublier la partie rouge, on va prendre la partie jaune, train dataset. À partir de ce train dataset, je vais passer l'algorithme, par exemple, arbre de décision. J'obtiens en fait un certain score. Voilà, 79%. Puis, j'applique régression logistique. Je trouve un autre score, 91%. Puis, j'applique support vector machine. Je trouve un autre score, 83%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On applique un système de vote majoritaire. Imaginez, par exemple, je prends par exemple le client en numéro 4. Enfin, je compte à partir de 0, donc numéro 4. Bonnie, par exemple. Imaginez, l'algorithme arbre de décision va dire c'est un mauvais client. L'algorithme régression logistique va dire c'est un bon client. L'algorithme support vector machine va prédire que c'est un bon client. On applique un système de vote majoritaire, 2 contre 1, donc c'est un bon client. Voilà. Bon, donc maintenant, la théorie c'est bien, mais il est plus cool de connaître comment on pratique, comment on peut appliquer l'apprentissage collectif. Et bien, c'est assez facile. Regardez, il suffit d'aller charger la classe Voting Classify. Donc, dans scikit-learn,
en Python, avec Python, dans le module scikit-learn, tu vas aller au sous-module ensemble, et puis tu vas charger voting classifier. Et puis ici, je vais charger en fait trois algorithmes de ces genetic classifier, logistic regression et support vector machine classifier. OK? Bien sûr, ce sont des classes d'après la convention, ça commence par des lettres majuscules. Et puis en fait, je vais instancier ces classes avec LR pour logistic regression, PTDT en minuscule de ces genetic classifier. Je choisis le critère entropie. Je vous rappelle que vous pouvez aussi choisir le critère Gini, indice de Gini, G-I-N-I. Et SVM pour support vector machine classifier. Et puis, on fait quoi? On appelle voting classifier. Concentrez-vous, regardez ça ici. Donc, on va appeler voting classifier. J'écris estimators. J'ouvre en fait deux crochets, c'est-à-dire une liste. Et à l'intérieur de la liste, avec les deux crochets, je vais mettre trois parenthèses. Donc, chaque parenthèse, je vais appeler l'objet. Premier objet LR, deuxième objet DT, troisième objet SVM. Bien sûr, chaque objet représente un algorithme. On vient ici, on choisit l'option hard, voting hard. Je vous rappelle en fait que dans voting classifier, il existe deux options. Il y a l'option soft, voting égale à soft, soft, S-O-F-T. Dans ce cas-là, on ne va pas appliquer un vote majoritaire, mais on va regarder plutôt les probabilités. Par contre, dans voting égal à hard, on va vraiment appliquer un système de vote majoritaire. Et j'ai mis ici exprès number of jobs égal à -1, afin en fait que l'algorithme puisse détecter tous vos cœurs, sur votre ordinateur, et ben, il va lancer le calcul sur plusieurs cœurs. OK, et puis on va faire l'entraînement. D'accord? Voilà, donc en pratique, on travaille avec ces algorithmes, et à partir de maintenant, si vous allez regarder le fichier All Classifier Machine Learning, vous avez ces techniques de classification, d'accord? Enfin, toutes ces techniques de classification, vous pouvez commencer à mélanger et fabriquer vraiment vos recettes de classification, d'accord? Ok, je continue. Maintenant, cette technique, bien sûr, je parle apprentissage collectif, je ne parle pas du boosting ni du bagging. Donc, cette technique possède des inconvénients et des avantages. Question, quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique? Donc, on utilise cette technique quand les modèles isolés, c'est-à-dire les algorithmes fonctionnant chacun dans son coin, chacun de ces algorithmes tombe dans l'overfitting, dans le phénomène d'overfitting. Ne vous inquiétez pas, dans ce cours d'aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'overfitting. Donc, on dit overfitting ou bien surapprentissage. On va parler de ça dans quelques minutes. Et puis, quand toi, tu commences à sentir que les prédictions de ces algorithmes isolés peuvent être améliorées. C'est-à-dire, toi, tu appliques par exemple l'algorithme arbre de décision. Tu vois que quand tu prends un arbre de décision, tu arrives à une accuracy est égale à peu près 80%. Tu dis, tiens, eh ben, si je mélange arbre de décision avec un autre arbre de décision, ou bien avec un autre algorithme, peut-être on peut améliorer les prédictions. Mais après, si toi, déjà, tes prédictions arrivent à 98%, tu vois bien qu'il est vraiment compliqué d'améliorer. Bon, oui, il ne faut pas être surpris. Avec des algorithmes de deep learning, sur des images, on peut arriver à des seuils vraiment de 99%. C'est magique, le deep learning. Je continue maintenant. Quels sont les avantages de cette technique d'apprentissage? On va améliorer l'accuracy, on va diminuer l'erreur, on va améliorer la consistance, on va diminuer les effets du phénomène de l'overfitting en réduisant le biais et la variance. Après, il y a deux termes maintenant que je viens de citer, biais et variance. Donc la variance, vous avez étudié ça en probabilité, la variance, c'est le carré de l'écart type. En fait, c'est une grandeur qui permet de quantifier la variabilité d'une variable aléatoire. On va parler de ça dans quelques minutes. Le biais, donc la variance, c'est une erreur statistique. La variance, c'est une erreur statistique, c'est-à-dire qui diminue quand le nombre d'observations dans l'échantillon augmente. C'est en 1 sur racine de n. Par contre, le biais, c'est une erreur systématique.
Maintenant, les inconvénients de cette technique, le comportement des modèles peuvent être infectés par l'utilisation du même lot de données. N'oubliez pas, hein, je parle de l'apprentissage collectif, pas du boosting ni du bagging. Donc, l'apprentissage collectif, tu vas appliquer des algorithmes différents sur le même ensemble des données. Eh ben, tu risques que ces algorithmes vont apprendre les données, hein, vont apprendre les clients. Alors, on a besoin vraiment de changer la technique d'échantillonnage statistique, d'accord? D'utiliser une autre technique. Autre chose, est-ce qu'il est utile de mélanger des modèles forts avec des modèles faibles? C'est-à-dire, toi, tu vas prendre un modèle expert, vraiment très très puissant, comme c'est pour Vector Machine. Et tu prends en fait un modèle qui est moins expert que le support vector machine. Par exemple, la régression linéaire, régression logistique. En classification, la régression linéaire, en réalité, c'est une régression logistique. Régression linéaire logistique. Régression logistique, c'est un classifieur faible, weak learner. L'autre, le support vector machine, c'est un strong learner. Si tu vas mélanger les deux, tu appliques un système de vote, peut-être que ça n'a pas de sens. Voilà, donc le vote peut être biaisé. Solution, donc il faut obligatoirement utiliser le bootstrap aggregating, c'est-à-dire bagging, le boosting et une autre variété de boosting qui s'appelle gradient boosting. Bon, je continue. Donc, à partir de maintenant, en fait, je commence à vous expliquer comment l'algorithme bagging marche. D'accord? Bon, avant de passer, je vais voir est-ce qu'il y a des questions. Ok, il n'y a pas de questions. Oui, Cyrine Charbon. Monsieur Grab, juste moi quand j'ai fait une confusion, mais nous نتاو اللي قاعدين تولي فينا معناها c'est l'ensembliste, les algorithmes ensemblistes, ou tout simplement le fait de comparer plusieurs algorithmes en même temps. Parce que déjà, moi quand j'ai fait une confusion entre les deux. Allô. Oui, laisse-moi fixe. Chouf, attends, je suis en train de réfléchir à ta question. Sincèrement, je n'ai pas compris. En fait, je suis en train de vous expliquer. Chouf. C'est-à-dire, en classification, toi, il y a plusieurs paradigmes, plusieurs écoles. Toi, tu peux en fait prendre un seul algorithme. Tu peux prendre, par exemple, l'algorithme régression logistique. Tu étudies cet algorithme à 100%, c'est-à-dire tu étudies les mathématiques de cet algorithme, et puis tu vas essayer de torturer tes données. C'est-à-dire de préparer des données, data preparation, d'améliorer la représentation de tes données. Et puis tu passes ces données bien préparées à l'algorithme. Et tu vas essayer vraiment de régler les paramètres de cet algorithme pour avoir le meilleur résultat. Ça, c'est une école. C'est une école qui marche et qui donne des résultats. Sauf que, historiquement, et même pratiquement, les méthodes ensemblistes marchent mieux. Donc, le cours d'aujourd'hui, je suis en train de continuer par rapport au cours de la semaine passée. Donc, je suis en train de vous expliquer les méthodes ensemblistes. Donc, dans les méthodes ensemblistes, il y a 3 techniques. Apprentissage collectif, bagging et boosting. Est-ce que j'ai répondu à ta question? انا monsieur voilà حبيت نسأل خاطر قلت ممكن une confusion نحن اوكي donc ensembliste فيها genre voilà c'était ça ma question le fait اللي فما 3 méthodes اللي هم منها معناها l'apprentissage collectif خاطر انا pour moi معناها قلت ممكن كيما نقولوا معناها verbalement معناها mélanger معناها des algorithmes alors que معناها في les cas قريتنا انت c'est pas vraiment mélanger mais c'est faire plusieurs algorithmes et après voter. Bon, moi je votais avoir un vote pour pouvoir c'est qui le meilleur. Tu veux mélanger l'algorithme, c'est-à-dire le code, on va mélanger les codes. Voilà. Et là, pour moi, au début, j'avais compris comme ça, mais c'est bon. Oh non, on mélange pas le code, Céline. Non, on mélange pas les codes. Tu peux pas. C'est-à-dire, le boucle forme, t'as le canet, la tralette. C'est pas comme ça, unifier. Pour moi, le fait d'unifier, c'est faire quelque chose que qui m'ont connu
Au début, j'avais compris comme ça. Mais toi, c'est bon, j'avais compris. Ok. Mais sinon, merci hein, pour ta question. Yajma, Non, si vous merci à avez des vous. questions, n'hésitez pas. Hein. Yani, juste activez vos micros et parlez. Beha, Yajma, on continue. On monsieur continue. بالله لحظة. Oui, oui. انت قلت فما دو سورت ديكول معناها الناس اللي تخدم على الالغوريثم واحد وتماكسيميزيه والناس اللي تخدم على لونسومبل. Aïe. ما نجمش نخدم كل الجوريثم ماكسيميزيه وبعد نعمل انسامبل على لي الجوريثم معناتها الكل. تنجم حمدي كي تولي اكسبير تنجم حمدي ليه مش كي تولي اكسبير جو سي با ان تران دو جو مو موك با دو توا يعني وقت اللي تخلط في نيفو معين من الاكسبرتيز اللي انت تاخذ ريغريسيون لوجيستيك وتو فا لو دوكورتيكي تتكيه الكل ومات وتكتبوا يعني تحب تكتبوا بالبيتون تكتبوا بالجافا سكريبت ولا بالسي شارب ولا اللي هو وبعديك تاخذ لي لاربر دو ديسيزيون تفهموا 100% كما معنا في السيونس الاولى ومن بعديك تكتبوا لي الجوريثم وبعديك تاخذ الراندوم فورست وبشوي لكن هذه الفورماسيون تاعك توليت فورماسيون تاع داتا ساينتيست. Alors, on n'a pas le temps. Déjà, en fait, on est en train de lutter contre le coronavirus. On n'a pas vraiment le temps pour regarder vraiment tous les algorithmes en détail. Donc, pour l'instant, je vais vous demander, je ne suis pas en train de vous dire l'inverse, je ne suis pas en train de vous dire non, ça ne sert à rien de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la régression logistique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de XGBoost, la XGBM4. Au contraire, un jour, si toi tu vas te spécialiser en analyse des données, il y a l'algorithme. Mais pour l'instant, en fait, on va essayer de les utiliser comme des boîtes noires. Mais نرجع الكيستيون نتاعك حمدي تنجم انت tu tortures les données, c'est-à-dire dans l'étape préparation des données. Et tu fais beaucoup de feature engineering et tu fais du feature extraction, c'est-à-dire tu améliores tes données. Donc à chaque fois on améliore les données, on va améliorer les résultats de ces algorithmes. Et tu peux par exemple te contenter d'un seul algorithme. Il y a des gens, by the way, l'équipe هذه بالكار حسب رايكم فاش كانوا يعملوا avec dans la compétition Netflix. En fait, ils étaient en train d'utiliser des algorithmes linéaires, logistic regression, c'est pour vector machine. Sauf comment, en fait, ils préparaient correctement les données, c'est-à-dire ils commencent à torturer les données, appliquer des techniques de préparation des données, encodage. Il applique des transformations non linéaires pour améliorer la représentation des données, et puis il applique des algorithmes linéaires. Et ça a donné quand même des bons résultats. Donc, oui, à la fin de la journée, il faut mélanger tout. C'est-à-dire il faut savoir préparer les données correctement et il faut savoir aussi utiliser un algorithme tout seul correctement et puis il faut savoir mélanger. Voilà. Mais, donc, la technique du bagging ou bien bootstrap aggregating, vous allez me dire en fait ça vient d'où bagging? Le B, ça vient de bootstrap. Le agging vient en fait de aggregating. Donc c'est une technique le bagging qui contient deux étapes. Un algorithme bootstrap, en fait c'est un algorithme d'échantillonnage statistique. C'est un algorithme d'échantillonnage statistique. Puis il y a la partie bagging qui consiste en fait à répéter plusieurs fois l'algorithme bootstrap. Ok, donc laissez-moi en fait vous expliquer comment ça marche le bagging. Alors, je prends en fait notre ensemble des données. Je vais diviser mon ensemble des données en deux ensembles. Train dataset, test dataset. Ok. Et puis, à partir du train dataset, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des bags, enfin, c'est-à-dire des sacs de données. Sac numéro 1, sac numéro 2, sac numéro I, sac numéro B. Et puis, je prends chaque sac des données et je le passe à un modèle. Donc, sac numéro 1, boum, modèle 1 va s'entraîner. Sac numéro I, modèle I va s'entraîner. Sac numéro B, modèle B va s'entraîner. Donc, maintenant, j'ai grand B, enfin B pour bootstrap. B pour bootstrap, B. Donc, B est égal à 100. L'autre fois, on a avec l'algorithme Random Forest, nous avons pris 100 estimateurs. Donc là, le B est égal à 100. Quand tu prends dans l'algorithme Random Forest n égale à 1000, le nombre d'arbres, le nombre d'estimateurs égale à 1000, ça veut dire le grand B est égal à 1000.
Tu prends ces grands B modèles déjà entraînés et tu les appliques sur des données tests. Et puis tu fais un vote. Tu fais un vote. Imagine, toi, tu disposes de 100 arbres. 80 arbres vont dire, tiens, c'est un bon client. Et 20 arbres vont dire, non, c'est un mauvais client. Et bien, en fait, on va dire, non, c'est un bon client car 80 contre 20. On applique et on obtient notre prédiction. Maintenant, pardon, allez, B. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Bootstrap? Bootstrap, non, Bootstrap, en fait, c'est pas cette partie, c'est-à-dire de ces chaussures. Hein. Quand tu cherches, toi, sur Internet, Bootstrap, tu vas trouver ça. Non, en fait, Bootstrap, c'est une nouvelle technique de rééchantillonnage. Je vous donne l'algorithme. L'idée est simple. L'algorithme Bootstrap est simple. En fait, à partir d'une population de N observations, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir aléatoirement N' observations. C'est-à-dire, nous, à la base, nous avons commencé avec 10 000 clients, 10 000 clients. À partir de 10 000 clients, nous avons choisi 8 000 clients pour l'entraînement, 2 000 clients pour le test. Donc, notre population, c'est 8 000 clients. 8 000 clients. À partir de ces 8 000 clients, on va choisir 4 000 clients, N'. Voilà, N'. Donc, c'est notre échantillon numéro 1. Maintenant, à partir de l'échantillon numéro 1, dans la deuxième étape, on va construire un échantillon numéro 2. C'est-à-dire à partir de 4 000. Donc, on a une population de 8 000 clients. Je passe à 4 000. À partir de 4 000, je vais prendre 2 000 clients. Maintenant, il me reste en fait 2 000 clients à remplir, c'est-à-dire à compléter. Je vais faire quoi? Des réplications. Vous allez me dire comment on va faire pour rajouter les 2 000 clients, les 2 000 clients qui restent. Eh bien, on va utiliser des techniques issues des simulations Monte Carlo. Et je pense que vous avez en fait tout un module qui traite les générateurs des nombres aléatoires, c'est-à-dire les simulations Monte Carlo. C'est-à-dire avec des simulations Monte Carlo, on va créer des clients. Oui, on va ajouter des simulations. En fait, à la fin de la journée, on va mélanger les vrais clients avec des clients créés avec des générateurs de nombres aléatoires, mais selon des lois de probabilité issues des données. Mais je sais, j'avoue, c'est compliqué. Dans le slide d'après, j'ai 2 illustrations. Attendez un peu. Donc, remarque, chaque échantillon rééchantillonné s'appelle un échantillon Bootstrap. Et il y aura totalement des échantillons grand B Bootstrap. D'accord? C'est-à-dire, dans le random forest, le nombre d'estimateurs égal à 100. Donc, tu vas finir par 100 échantillons Bootstrap. Je continue l'algorithme. Donc, on va répéter ce processus. Grand B fois. Après, B sera le nombre de classifieurs utilisés pendant le bagging. Donc, tirage avec remise d'un échantillon de taille N', apprentissage sur le classifieur. Bon, l'algorithme théorique est assez compliqué. Regardez une petite illustration. Regardez. Donc, imaginez, vous disposez en fait d'une variable aléatoire avec cette distribution. Par exemple, la loi de Ki2. C'est notre population. À partir de cette population, on va créer un échantillon. À partir de cet échantillon, ça c'est l'échantillon numéro 1. Je vais créer en fait un échantillon numéro 2. مثلا بالعربي تخيل معايا انت البوبولاسيون نتاعك فيها 100 كليون لهنا عندك 100 كليون انت من 100 كليون باش تاخذ باغ اكزومبل 50 كليون هذه ليشانتيون نيميرو 1 نتاعك فيها 50 كليون باهي تويك à partir de ces 50 clients tu vas choisir 30 clients في l'échantillon numéro 2 et باش تقول لي j'ai choisi 30 alors que l'échantillon contient 20 نمشي نجيبهم ال 20 تكملهم بدي سيميلاسيون tu vas باش تخلقهم ال 20. Comment tu vas les créer? Avec des simulations Monte Carlo. Tu sais que la variable aléatoire suit la loi de Ki2. Donc, tu utilises la loi de Ki2 pour créer 20 clients. Ok, tu as 50 clients. Fais l'échantillon numéro 1. 50 clients. Fais l'échantillon numéro 2. 50 clients. Fais l'échantillon numéro B. Tu finis par grand B échantillon. Rééchantillonné, on les appelle Bootstrap. Est-ce que c'est clair? Vraiment, j'avoue, c'est un algorithme assez compliqué. Mais je pense que, voilà, avec cette illustration, je pense que vous avez compris. Bon, je continue en fait avec une autre illustration. Imaginez ici, j'ai un ensemble des données, c'est-à-dire ma population. Il s'agit des clients qui sont en train de toucher leur téléphone portable.
Enfin, il y a des clics. Donc, à partir de cette population, je vais créer grand B échantillon. Et sur chaque échantillon, rééchantillonné, je fais une estimation. Voilà. هذه je mets un bootstrap. Bien sûr, je profite de l'occasion, puisque j'ai parlé d'une technique d'échantillonnage statistique. Donc, je vais continuer, en fait, je profite pour continuer à parler de deux autres techniques d'échantillonnage statistique qu'on va utiliser cette année. Donc, nous, pendant notre module, nous avons commencé, depuis le début du semestre, avec la technique random sampling, échantillonnage aléatoire, avec la fameuse fonction train test split. Aujourd'hui, je viens de vous montrer l'algorithme Bootstrap. Il existe en fait une troisième technique d'échantillonnage qui s'appelle cross-validation, validation croisée. On va voir ça maintenant. Alors, revenons maintenant aux autres techniques d'échantillonnage utilisées en machine learning. Donc, avant de vous parler de ces techniques d'échantillonnage, laissez-moi vous rappeler de notre workflow, c'est-à-dire notre flux de travail, notre pipeline en machine learning, utilisé en machine learning. Donc, en apprentissage supervisé, on prend les données, on divise les données en X et Y. Y, c'est la variable cible. X contient les autres variables, les prédicteurs ou bien les variables explicatives. Maintenant, je prends X. Je le divise en X train, Y train. Je prends Y, je le divise en Y train, Y test. Pardon, X train, X test. Y train, Y test. Voilà. Avec X train, je vais entraîner le modèle avec X train, Y train. On appelle ça entraînement. Puis, j'utilise X test pour appliquer, j'utilise X-test pour faire des prédictions avec le modèle déjà entraîné. Puis j'utilise Y-test pour faire une évaluation. Donc la prédiction, l'évaluation, ça s'appelle, ou bien se trouve dans une étape qui s'appelle généralisation. En apprentissage non supervisé, on n'a pas de variable cible. Donc je prends X-trait, j'applique ça sur le modèle, j'obtiens un modèle entraîné, puis j'utilise X-test pour trouver des new views, new insights, discoveries, c'est-à-dire pour faire des découvertes, pour découvrir des côtés cachés, des choses cachées, des structures cachées dans les données. Maintenant, question, comment on peut réussir à avoir X-train, X-test, Y-train, Y-test? En fait, première technique, c'était l'échantillonnage aléatoire, ce qu'on a commencé à utiliser depuis le début de ce semestre, donc random sampling en anglais. Voilà, donc le rectangle blanc ici représente en fait nos données, la totalité de nos données. On va diviser nos données en deux, training data et test data, d'accord? Comment? Voilà, on divise l'ensemble de données en deux lots, lot d'entraînement, lot test. Comment? On va utiliser un générateur de nombres aléatoires obéissant à la loi uniforme discrète, d'accord? Bien sûr, on peut fixer le random state, on dit random state ou bien seed, à chaque fois pour obtenir le même échantillon. On fait toujours ça à l'intérieur de train test split. Il existe en fait quand même un inconvénient de cette technique, le modèle ne s'entraîne pas sur le lot de tests. C'est-à-dire, imagine, toi, tu disposes de 1000 données. Donc, quand tu vas diviser 800 de 100, malheureusement, le modèle ne va pas voir les 200 autres données. D'accord? Donc, en fait, c'est une perte d'informations. Spécialement quand les données sont chères. D'accord? Quand les données sont très chères, eh ben, c'est pas vraiment intelligent d'entraîner le modèle uniquement sur une partie et laisser l'autre partie. Donc maintenant, par rapport d'un point de vue matriciel, voilà, qu'est-ce que ça veut dire diviser en X, Y, puis X train, X test, Y train, Y test. Je passe. Donc, afin de remédier en fait à cet inconvénient, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une troisième technique d'échantillonnage. On vient de voir le bootstrap. Nous avons vu, et je viens de vous rappeler de la technique random sampling. Donc maintenant, on va passer à une troisième technique. En fait, pour la première fois, on va étudier la validation croisée, cross-validation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cross-validation? Rappelle-toi de tes données. Toi, tu disposes, en fait, le rectangle blanc ici représente, en fait, tes données. Représente tes données. OK. Tu viens, boum, tu vas diviser tes données en plusieurs groupes. Ici, dans le slide, j'ai choisi 5 groupes.
on dit groupe ou bien on dit fold. En anglais, on dit fold. Donc, on va diviser en fait notre lot de données initiales en 5 groupes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va entraîner le modèle sur 4 groupes, puis on va tester sur le groupe qui reste, le 5e qui reste. Puis, on va entraîner pour une deuxième fois sur 4 groupes, autres groupes, puis on va entraîner sur le groupe qui reste. Et on va répéter ça 5 fois. Donc, l'algorithme commence par la division du lot initial en K groupes, puis on va répéter K fois, entraînement sur K-1 groupe, et puis test sur le groupe restant. On termine quand le modèle finit son entraînement sur K fois répété. Bon, il y a un inconvénient majeur de cette technique. Eh ben, cette technique possède une mauvaise complexité temporelle, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire sur ton PC, hein, peut-être ça va prendre du temps, peut-être dans l'entreprise, soit tu vas utiliser des cartes graphiques, ou bien vous allez utiliser un centre de calcul, ou bien vous allez utiliser des services cloud, hein, Amazon Web Services, ou bien Microsoft Azure, ou bien IBM, ou bien Google Colab, d'accord, afin d'accélérer l'apprentissage. Mais de manière générale, cette technique prend beaucoup plus de temps. Tu vas répéter en fait l'entraînement 5 fois, ou bien 10 fois, ou bien 30 fois. Mais cette technique possède quand même un avantage. Le modèle voit la totalité des données disponibles. B, je continue. Bien sûr, il existe en fait une variété de la technique validation croisée. Et ben, on la sort quand? On la sort quand l'ensemble des données est très grand. C'est-à-dire quand on a beaucoup de données. Nous avons par exemple 1 million de clients. Nous avons 500 000 clients. Enfin, c'est un luxe, c'est-à-dire nous avons beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu disposes de 500 000 clients. Tu peux en fait garder 100 000 clients pour tester, pour le test final, et tu prends les 400 000, tu vas les diviser cross-validation, 5 groupes, 10 groupes, tu vas entraîner sur les 400 000, tu vas valider sur les 400 000, puis tu vas tester sur les 100 000. Donc, je répète, j'ai mes données, j'ai beaucoup de données, je divise en 2. Train dataset, test dataset, avec la technique échantillonnage aléatoire. Et puis, je prends le train dataset, j'utilise cross-validation. Je divise en 5, par exemple. Je fais ma validation, c'est-à-dire je détermine mes paramètres, c'est-à-dire je fais le tuning de mon modèle, le réglage de mon modèle, et puis l'évaluation finale, je l'ai fait sur les données tests. Voilà, donc la cross-validation de base initiale, et ça, c'est une technique, c'est une variété, c'est-à-dire on mélange les deux, random sampling et cross-validation. Ok, donc tout ça c'est bien théoriquement. Regardez maintenant comment on fait en pratique. En pratique, comment tu appliques la technique cross-validation. Donc, tu vas aller à scikit-learn, model selection, sklearn, model selection. Et puis, tu vas charger, par exemple, la fonction cross-val-score. D'après vous, c'est quoi cross? C'est pour cross-validation, cross-val-score. OK? Et puis, tu vas instancier une technique de classification. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé SVA. Toi, tu peux utiliser Decision Genetic Classifier ou autre. Tu as le choix maintenant. C'est bon. Maintenant, tu as le choix. Tu as vraiment le choix. Mais, je continue. Tu vas instancier un algorithme de classification et puis tu viens à l'instance, tu vas l'injecter dans cross-val-score. Et figurez-vous, je ne parle pas ni de X-train ni de Y-train, X, Y. Je ne suis pas dans l'échantillonnage aléatoire, je suis dans la cross-validation. Et c'est quoi CV? Je connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire CV? CV, eh ben, c'est le nombre de folds, c'est le nombre de groupes. Voilà, CV, c'est le nombre de groupes. Voilà, CV, c'est le nombre de groupes. Ok, tu vas entraîner 5 fois et on obtient en fait 5 scores. On obtient 5 scores, puis on va faire la moyenne, ou bien on fait tout ce qu'on peut faire. Enfin, on continue notre étude. Voilà comment on applique la validation croisée sur un algorithme. Ok. Maintenant, il existe en fait
une autre application hyper méga importante de la validation croisée, eh ben, c'est la détermination des meilleurs paramètres. La détermination des meilleurs paramètres. Bon, laissez-moi en fait venir ici au cours et on va je vais juste venir ici. Bon, je vais créer. Ouais, là, c'est bon. Enfin, tout est prêt. Est-ce que tout est prêt là? Mais regardez. Je prends par exemple l'algorithme Decision Geometry Classifier. Voilà. Je vais l'instancier DT. DT pour Decision Geometry. D'accord? Maintenant, je fais DT, j'exécute DT. Ce qu'on obtient, on obtient en fait les paramètres qui se trouvent dans l'algorithme Decision Geometry. Par exemple, le poids des classes, le critère de décision, génie ou bien entropie, le max depth. Ça veut dire quoi le max depth? Ça veut dire en fait le niveau de l'arbre. Je pense qu'en Bac plus 2, à l'école d'ingénieur, vous avez étudié l'arbre binaire, structure de données récursive, patati patata. Okay, vous avez implémenté ça en C. Donc on sait que l'arbre binaire contient une certaine profondeur, c'est-à-dire niveau. Okay? Donc la question, c'est quoi la meilleure profondeur? 1, 2, 3, 5 niveaux, 10 niveaux, tu sais pas, hein, tu sais pas le nombre des niveaux idéal dans le cas de cet algorithme. Max features ici, c'est-à-dire max feature. Est-ce que tu vas travailler avec une seule colonne à partir des données, 2 colonnes, 3 colonnes, 10 colonnes? Toi, tu sais pas. Max leaf nodes, c'est le nombre des feuilles, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont pas de fils, qui n'ont pas d'enfants. On les appelle feuilles. Donc, le nombre maximum des leaf nodes, c'est quoi? C'est 100, 1000, 30. Donc, question ici, comment toi tu fais pour faire le réglage? On appelle ça tuning. Tuning of hyperparameters. Ce sont des hyperparamètres, car malheureusement, il n'y a pas de démonstration mathématique pour régler ces paramètres. Eh bien, donc voilà les paramètres dans l'algorithme arbre de décision. Je vous montre les paramètres dans l'algorithme random forest. D'accord? Et bon, tu vas me dire, par exemple, dans l'algorithme random forest, c'est quoi le meilleur nombre d'estimateurs? 100, l'autre fois on a mis 100, puis on a mis 200, puis on a mis 300, puis on a mis 1000. Bien sûr, on ne va pas quand même s'amuser à changer ces paramètres comme ça à la main. Donc, la technique validation croisée donne une solution pour fixer les meilleurs paramètres. Qu'est-ce qu'on fait? Concentrez-vous, hein. Là c'est hyper important, hein. Concentrez-vous s'il vous plaît. Donc là on va utiliser une recherche sur grille. En anglais on dit grid search. Couplé, c'est-à-dire cette recherche sur grille est couplée avec une validation croisée. Par exemple, là, allez, on va travailler sur l'arbre de décision. Je viens ici, je vais charger le sous-module TRI. D'accord? Puis je viens à Model Selection. Model Selection. Je vais charger la classe Grid Search CV. Qu'est-ce que ça veut dire CV? CV, ça veut dire Cross Validation. Je viens ici dans un dictionnaire, hein, map, c'est-à-dire dans MongoDB ou enfin une structure d'un dictionnaire. Map en Java, par exemple. Entre deux accolades, je vais définir max depth, et je vais varier max depth entre 3 et 19. Range 3, 20, ça veut dire 3, 4, 5, 6 jusqu'à 19. Puis, je fais quoi? J'appelle GridSearch CV, et à l'intérieur de GridSearch, je mets la classe, c'est-à-dire Decision Geometry Classifier, une instance de l'arbre de décision, et je mets Parameters. Bien sûr, je fixe un nombre de jobs égal à 4 pour accélérer le calcul. Toi, si tu ne veux pas planter ton PC, tu peux mettre 1, tu peux mettre 2. Comme ça, il va juste détecter 2 cœurs, il va lancer le calcul sur 2 cœurs. Et puis, je fais clf.fit xy, ok? Et finalement, avec best estimator, on obtient les best params et le best score. On obtient en fait les meilleurs paramètres de l'algorithme de l'algorithme arbre de décision sur ces données et le meilleur score. Ce qui donne en fait ce schéma, j'ai un dataset, je le divise en deux, training data, test data. Pour l'instant, oubliez la partie données test. J'ai des paramètres, j'ai plein de paramètres à tuner, c'est-à-dire à régler. Regardez le nombre des paramètres.
Là, tu as le choix. En fait, en attendant que toi, tu deviens expert, c'est-à-dire toi, tu vas implémenter l'algorithme arbre de décision à partir du scratch. Donc, tu es expert de l'arbre de décision. En attendant, eh ben, tu vas me dire comment je fais, messieurs, pour régler ces paramètres. C'est simple, c'est simple. Tu viens, tu appliques la méthode validation croisée avec les données d'entraînement. Tu vas obtenir les meilleurs paramètres. Donc, tu vas mettre ces paramètres dans le modèle. Tu vas entraîner le modèle. Et puis, finalement, tu appliques le modèle entraîné avec les meilleurs paramètres sur les données test pour faire une évaluation finale. Voilà. Ça, c'est, disons, c'est l'application la plus, disons, utile avec la méthode validation croisée. OK, voilà. B, je continue. Maintenant, en fait, je vais changer. Hein. C'est bon, j'ai fini. Si vous avez des questions, j'ai fini avec les techniques d'échantillonnage. Donc, Rahou, les techniques d'échantillonnage sont hyper importantes. Les techniques d'échantillonnage statistique. Ça, ma technique, j'ai pas traité. De toute manière, on va pas l'avoir cette année. Ça s'appelle Jackknife. Jackknife. Donc, nous avons vu random sampling, échantillonnage aléatoire, cross-validation et bootstrap. Voilà, 3 techniques. Bon, s'il n'y a pas de questions, je passe. Oui, Sarah, oui. oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. حبيت نسأل على ماكس ديبث البارامتر هذوكم انت حطيتهم علاش حطيت من 3 ل 20 يعني En fait, le max depth, انت شفتها انت تعرف qu'est-ce que ça veut dire un arbre de décision شفت les arbres de décision. اي الماكس ديبث هو اسكو الاربر نتاعك فيها نيفو واحد ولا فيها بليزيور نيفو فيها دو نيفو يعني فيها تعمل في دو سبليتينغ ولا عندك 3 نيفو ولا عندك peut-être 50 نيفو. Donc toi tu sais pas. Ah d'accord. Toi tu sais pas. Donc toi en fait, tu prends un paramètre et tu commences en fait c'est comme si tu fais une boucle for. D'accord, on divise l'arbre يعني. يعني c'est comme si tu m'écris une boucle for et tu vas boucler sur quoi? Sur plusieurs profondeurs, plusieurs depths. Tu vas prendre on sait for i égale à 0, point virgule i plus plus, point virgule i inférieur strictement avant. Tu fermes les parenthèses, ouvres les accolades. C'est comme si tu m'écris une boucle for. Donc à chaque fois, tu vas appliquer l'algorithme sur les données et tu vas regarder le score. Et finalement, on va essayer d'obtenir le meilleur score. Donc, l'étape, la loupe, la boucle qui donne le meilleur score, on garde ces paramètres. Voilà. D'accord, merci. OK. B, une autre question. Oui, Rada, oui. Oui, Oumaima. Oui, vas-y, je vais ahki. Oui, قولي Oumaima. صباح الخير مسيو. صباح الخير. Oui. مسيو في البارتي الأولى تو في السلايد كان تنجم ترجعوا. Oui. في البارتي الأولى هو الأولانية قسمنا معناتها نو دوني على 5 جروب هكا ولا بالسي في. Oui. أما البارتي الثانية نتاع الريشيرش سور غري ما فهمتش معناتها أكون سا سير بالضبط. La technique, le code dans la deuxième partie, c'est 2 techniques couplées. La technique grid search, recherche sur grille, couplée avec la technique cross validation. La recherche sur grille, tu prends entité paramètres. Tu vas donner des valeurs à tes paramètres. Par exemple, 3, 4, 5, 6. Par exemple, le nombre d'estimateurs, 100, 200, 300, 400. انت ما تعرفش انا هو لو ميور نومبر ديستيماتور في الراندوم فورست. تجيش تعمل انت تجي تحط لي لو نمبر اوف استيماتور tu viens ici number of estimator هذايا اللي موجود في وسط الراندوم فورست. tu vas le définir dans un dictionnaire وتبدله 100 200 300 400 500 وتعطيه en fait للجريد سير سي في. Bien sûr, avec l'algorithme Random Forest, moi je décide génétique. J'aime grid search. Grid search, en fait, par défaut, il y a un nombre de groupes. Le nombre de groupes est égal à 5. Par défaut, c'est 5, le nombre de groupes. C'est 5. Il va diviser les données 5 fois. Et puis, en fait, à chaque fois, il va appliquer l'algorithme sur 4 groupes. Il va tester sur le groupe numéro 5. Et puis, il va changer de paramètres et ainsi de suite. في الآخر يعطيك
اون 5 جروب البارتي الاولى والثانيه معناتها باش نقدروا نمشي كل مره نتستيو على كيما كديرنا اللي وريناه قبيله. اي يعني انت الكالكول تعاود من اول وجديد يعني chaque fois tu prends un paramètre, tu changes un paramètre et tu vas entraîner 5 fois et tu vas en fait obtenir 5 scores. Puis tu vas calculer la moyenne. Puis tu vas garder le meilleur paramètre, ainsi de suite. D'accord. Allez, merci monsieur. مرحبا به. C'est ma question. اخر يظهر لي. Oui, غدا قل لي غدا oui. صباح الخير مسيو. بخير. بلا باش نسألك هما لي ميثود انسامبليست ثلاثة ولا apprentissage collectif و bagging و boosting. هذايا كروس فاليديشن تبع شكون مسيو؟ En fait, la validation croisée, c'est une technique d'échantillonnage. C'est une technique d'échantillonnage qui permet d'entraîner ces trois techniques. Yani, pour entraîner les méthodes ensemblistes, tu peux utiliser random sampling et tu peux utiliser cross validation. فوسط البوتستراب عندك فوسط التكنيك الباجينج عندك البوتستراب. انا en fait j'ai profité puisque انا حكيت لكم على البوتستراب اللي هي تكنيك دو ريشانتيوناج، قلت نكمل نحكي لكم على التكنيك الاخرين الفوا بور توت خاطر هو يلزم في الكور نفسر لكم لي تكنيك هذوما. معناها مسيو ما حكيناش نحن على البوستينغ جمله. لا مازلنا البوستينغ مازال في الاخر و سي بون en fait on a fini le bagging اما البوستينغ مازلنا ما بديناش فيه. مسيو راندوم فورست تبع شكون في هذوما؟ تبع الراندوم فورست تبع للباجينج. الراندوم فورست تبع الباجينج. D'accord. Merci monsieur Aïch. Allez, je continue. Donc, vous allez me demander en fait pourquoi autant de techniques d'échantillonnage, random sampling, cross validation, bootstrap, et pourquoi c'est-à-dire tous ces soins. Eh bien, en effet, on veut diminuer l'erreur de l'estimation. Donc, quand on dit erreur de l'estimation, l'estimateur dispose de deux erreurs. Une erreur systématique, biais, et une erreur statistique, variance. C'est-à-dire la racine carrée de la variance, ça donne l'erreur statistique. Bon, imaginez ici que la bonne valeur, c'est le point rouge. La bonne valeur, c'est le point rouge. C'est la valeur idéale. Et les points bleus représentent nos essais, c'est-à-dire les estimations du modèle, de l'estimateur. Bon, ici, question. Dans quel cas nous avons le cas idéal cherché par nous? Eh bien, c'est le cas en haut à gauche. Le cas en haut à gauche, on voit bien que les points ne sont pas dispersés, les points bleus ne sont pas dispersés, donc il n'y a pas beaucoup d'erreurs statistiques. Et en plus, les points bleus sont concentrés au niveau du point rouge. Ça veut dire que le modèle ici n'a pas de biais. هذه الحالة اللي نحبوا نخلطوا لها اللي عندك erreur statistique ضعيفة و erreur systématique ضعيفة. Faible biais, faible variance. Bon, mais c'est un cas idéal. Hein. Après, il y a en fait un cas très très compliqué. Limite, ça veut dire tu as des points dispersés, beaucoup de points dispersés, beaucoup de dispersion. Ça veut dire beaucoup d'erreurs statistiques. Beaucoup d'erreurs statistiques. Et en même temps, tu as un biais. شفت دونك هذايا ما عنده حتى حل. لهنا عندك un modèle كيف هكا طيش عليك. Encore une autre fois. Je viens de vous montrer en fait tous ces modèles de classification. Et ben un critère qui permet de choisir parmi ces modèles, et ben c'est le critère biais et variance. C'est un modèle qui possède un grand biais et une grande variance. Tu peux le jeter, hein, tu peux le jeter. Mais maintenant, il existe en fait deux cas intermédiaires où on peut remédier au problème du modèle. Ce cas-là, nous avons peu d'erreurs statistiques. Avec la variance, elle est faible. Je m'entends, la variance, elle est faible. Les points ne sont pas très dispersés. Les points sont regroupés. Mais malheureusement, dans une position fausse. Donc, on regarde ici, on voit bien que ces points sont loin du point rouge. Donc, il y a beaucoup de biais.
À la limite, tu appliques un modèle, tu trouves toujours que le prix, il y a dima 3 euros au-dessus du prix réel. Quand tu fais la prédiction, toujours tu trouves 3 euros en haut, 3 euros au-dessus du prix réel. C'est là, tu as moins 3 euros. Donc, paf, tu rectifies. C'est un biais systématique. Tu le rectifies, tu tombes sur la vraie valeur, sur la bonne valeur. Maintenant, comment on remédie à ce cas? Eh ben, il faut. Allez, je vous pose une question. Comment on fait? Je suis dans le cas en haut à droite. En haut à droite. Comment on fait pour améliorer l'estimation ici? Je n'ai pas de biais, mais j'ai une grande erreur statistique. Je connais quoi? 10 secondes. Je suis dans le cas en haut à droite. Comment on fait pour améliorer l'estimation? B, c'est pas grave. Il suffit d'augmenter le nombre d'observations. Et je mets à l'erreur statistique, il suffit que tu augmentes le nombre d'observations, tu vas diminuer l'erreur statistique. Mais le problème, c'est toi, tu n'as pas assez de données. Voilà. B, je continue. Donc, en fait, en général, en machine learning, on différencie entre trois régimes. Donc, underfitting, le régime underfitting et le régime overfitting. Donc, qu'est-ce que ça veut dire underfitting? Figurez-vous, ici, je vous donne une distribution des points sous forme d'un polynôme d'ordre 2, une parabole. Donc, j'utilise une droite pour ajuster une parabole. On voit bien que ce modèle est un modèle faible. Weak learner. C'est un modèle en fait qui n'ajuste pas bien les données. Donc on est dans un cas d'un modèle très simpliste. On parle d'underfitting. Je passe maintenant en fait à l'autre extrême. L'autre extrême c'est quoi? J'utilise par exemple Random Forest Regressor. Oui, je peux vous montrer ça ici. C'est-à-dire quand toi tu viens ici, c'est-à-dire dans Scikit-Learn, au lieu de Random Forest Classifier, tu peux utiliser Random Forest Regressor, c'est-à-dire l'algorithme Random Forest est utilisé aussi pour faire de la régression. Pareil pour l'algorithme de l'arbre de décision. Tu peux l'utiliser pour faire une régression. Sauf que malheureusement, ça va donner en fait un ajustement qui va suivre tous les points. Donc on est en train d'apprendre les données. On est dans le cas d'overfitting. Le modèle est très complexe. On n'arrive pas à interpréter le modèle et on est dans un cas de surapprentissage. Bien sûr, le cas idéal, c'est d'utiliser un polynôme d'ordre 2. Et c'est un modèle idéal. Bon, quand même, il y a des erreurs, mais c'est un modèle modeste, mais assez performant puisqu'il explique bien les données. فهمتوا يا جماعة شو معناتها underfitting و overfitting؟ يعني خلينا نعطيكم اكزامبل. الاوفرفيتينغ ايتيديون تلميذ ليسيان جا قبل بجمعه من الباك، مشى بوه وامه فهمتني قريوا فيه في الليتود 4 ايتودات مات و5 ايتودات فيزيك، ركح يحفظ صباح وعشيه في لي زيكزارسيس نتاع المات اف دو اكس. نهار الباك جابوا له جي دو اكس، دخل بعضه كوا. دونك هذا هو الاوفرفيتينغ اللي هو تلمون حفظ اللي ابخي ناريف با جينيراليزي. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire grand biais et grande variance sur deux modèles? Donc voilà, j'ai en fait mon vrai modèle, c'est une parabole, c'est un polynôme d'ordre 2. J'ajuste ces points avec 3 droites. On voit bien que nous avons un grand biais. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un grand biais? Maintenant, j'ajuste mes points avec un algorithme de Random Forest. On voit bien que l'algorithme est en train d'apprendre tous les points. Donc, il y a beaucoup d'erreurs. High variance. Voilà qu'est-ce que ça veut dire un grand biais. Voilà qu'est-ce que ça veut dire une grande variance. Et bien sûr, dans le cas d'une régression. Voilà, j'ai voulu vous montrer qu'est-ce que ça veut dire beaucoup grand biais. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire biais et variance dans le cas d'une régression. Je vais vous montrer ça dans le cas d'une classification. Voilà, dans le cas d'une classification. Donc, dans le cas d'une classification, j'ai des points mélangés, les points bleus et les points rouges. Je passe une frontière linéaire. On voit bien que cette frontière va classifier mal les points rouges, ici, et tous ces points bleus. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ici, on est dans un cas d'underfitting.
c'est-à-dire un modèle très simpliste. Je passe au cas extrême. Qu'est-ce que ça veut dire overfitting sur une classification? J'utilise par exemple un algorithme random forest et regardez comment l'algorithme il arrive même à ramener ce point rouge. Vraiment, c'est du surapprentissage. Maintenant, question, est-ce que tu peux interpréter ce modèle? Est-ce que tu peux interpréter cette frontière? C'est trop compliqué. Maintenant, le cas idéal, vraiment, un modèle robuste hein, qui va, c'est une frontière qui va te donner quelques erreurs, hein, comme ces deux points bleus, deux clients bleus et deux points rouges. Mais on peut quand même interpréter le résultat. Voilà. Voilà maintenant, qu'est-ce que ça veut dire underfitting et overfitting. Bon, rapidement, je vous donne la formule en fait de la variance. Enfin, vous la connaissez. D'après la formule de Koenig-Huygens, c'est l'espérance du paramètre au carré moins l'espérance le tout au carré. Le biais, c'est quoi le biais? Le biais, en fait, imaginons que θ, c'est la vraie valeur du paramètre. Et puis, nous, on va appliquer un modèle pour estimer le paramètre. Donc, le biais, c'est l'estimation moins la vraie valeur. D'accord? Et puis, l'erreur sur le modèle est divisée en deux, biais plus variance. Bien sûr, les termes croisés, n'oubliez pas, hein, c'est un produit remarquable, A plus B au carré. Ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Les termes croisés sont nuls. Et nous avons fait le calcul dans le cours de régression. Je passe. Maintenant, tu vas me dire, je passe en fait à une chose hyper importante, on appelle ça la dualité entre le biais et la variance. La dualité entre le biais et la variance. The trade-off bias variance. Toi, tu vas me dire, en fait, j'ai un modèle, je dispose d'un modèle, par exemple Random Forest ou bien Decision Tree, qui dispose de plusieurs paramètres. Plein de paramètres. Comment je fais, moi, pour savoir les meilleurs paramètres? Eh bien, le trade-off bias variance te donne un élément de réponse. Dans l'axe des Y ici, je représente l'erreur de la prédiction. Dans l'axe des X ici, je vous représente la complexité du modèle. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire complexité du modèle? Imaginez, en fait, ici, je travaille avec un modèle, un polynôme d'ordre 0. Un polynôme d'ordre 0. Par exemple, y est égal à 5. Voilà, c'est un polynôme de degré 0. Et puis, je prends un polynôme de degré 1. Y égale à x plus b. Puis, je prends un polynôme de degré 2. Y égale à ax au carré plus bx plus c. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus on va de gauche à droite, plus on complexifie le modèle. Le modèle devient compliqué. Bon, ça, c'est un exemple sur la régression. Je passe maintenant, en fait, sur l'algorithme Random Forest. Qu'est-ce que ça veut dire, complexité par rapport à l'algorithme Random Forest? Par exemple, je prends un algorithme Random Forest avec un seul arbre. Donc, c'est un modèle qui n'est pas compliqué du tout. Puis, j'ajoute 2 arbres. Puis, je mets 10 arbres. Puis, je vais mettre 100 arbres, 1000 arbres. Donc, on va de gauche à droite, on va assister à une augmentation de la complexité du modèle. Voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons déjà 2 courbes. La courbe bleue représente l'erreur en fonction de la complexité du modèle. Eh bien, on remarque sur les données d'entraînement, quand le modèle devient compliqué, plus le modèle se complexifie, plus l'erreur diminue. D'accord? C'est normal. Là, tu vas me dire, ok, donc la courbe est en train de décroître. Eh bien, on s'arrête où? En fait, on voit bien ici que l'erreur ici est presque nulle. Donc, travailler uniquement sur les données d'entraînement n'est pas suffisant. Voilà pourquoi il faut refaire la même chose sur les données test. Donc, ce qui donne la courbe rouge. On voit bien que l'erreur du modèle en fonction de sa complexité sur les données test diminue, puis à un moment donné, il arrive à un minimum, puis en fait, il va repartir à la hausse. D'accord? Bon, tout d'abord, là, je vous pose une question. Pourquoi l'erreur sur les données test
est plus grande que celle sur les données d'entraînement. Pourquoi l'erreur sur les données test est inférieure à celle sur les données d'entraînement? Je connais pas. يعطيك الصحة منير. Très bien Mounir, ou Imen Ben Nasser, ou Rim. Voilà. En fait, vous avez en fait trouvé la réponse. En fait, l'erreur sur les données test est plus grande que celle sur les données d'entraînement, car en fait le N est à 20%, l'autre à 80%. Nickel. Voilà. Donc, ce que m'on voit en fait à la deuxième courbe. Donc, Inti, comment tu fais pour déterminer la meilleure configuration de ton modèle? Comment tu fais pour déterminer la meilleure configuration de ton modèle? Eh bien, tu vas tracer la courbe verte, puis tu vas tracer la courbe marron sur des données test. Donc, tu vas trouver toute une région potentielle. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre en fait un troisième ensemble des données pour tester. Dès que tu récupères le minimum, eh bien, voilà les meilleurs paramètres. Voilà, on appelle ça bias variance. Bon, on n'a pas le temps, hein. Je ne veux pas commenter cette courbe, mais cette courbe vient de Deep Learning. Juste, on va faire ça à la fin de l'année. Juste ici, remarquez que déjà les deux courbes sont compliquées et aussi. Bon, c'est le Deep Learning. Je passe. Il existe en fait une autre courbe qui permet de déterminer le meilleur modèle. Cette fois-ci, je suis en train d'étudier l'accuracy, la force du modèle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Cette courbe, c'est l'erreur. Cette courbe, c'est l'accuracy. On ne remarque pas, c'est comme si les deux courbes sont inversées. Les deux courbes sont inversées. Eh bien, nous avons vu cette courbe dans le cours de la régression. Ici, au lieu d'accuracy, qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis, en fait, au lieu de l'accuracy? La courbe bleue, c'était quoi? C'était un coefficient très très connu pour la régression. Voilà, le R au carré. Très bien, très bien. Ça, voilà. Il y a des gens qui me suivent. Très bien. Donc, ça fait du bien. Donc, en fait, la courbe bleue, quand tu te fais une régression, avec le R au carré. Plus on complique notre modèle, on rend notre modèle compliqué, le R au carré, en fait, ne cesse d'augmenter. Voilà, ne cesse d'augmenter. Et donc, à cet égard, qu'est-ce qu'on fait? On trace plutôt le R au carré ajusté. R au carré ajusté va augmenter, arrive à un maximum, puis en fait, elle commence à diminuer. Le R au carré ajusté. Et donc là, جيت نقول الهوت سبوت، تلقى السوت سبوت نتاعك، الغادي بوم، الغادي تلقى الواحد le meilleur modèle. رد بالكم. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la classification, donc accuracy. D'accord? Fait la régression, on dit plutôt R au carré ajusté. B. Je continue. Enfin, on va revenir à l'algorithme des forêts aléatoires. Donc, Rad Vaat, elle a raison, ou elle avait raison quand elle m'a posé cette question. Le random forest تبع لشكون؟ يا غادة، le random forest راهو تابع للباجينج. N'oubliez pas, أنا اش عملت؟ بديت نفسر في les techniques ensemblistes. J'ai expliqué l'apprentissage collectif. تعديت للباجينج. في الباجينج نلقى البوتستراب، تكنيك d'échantillonnage. صراحة مشيت للي تكنيك d'échantillonnage الاخرين. J'ai profité حكيت على trade off bias variance. نرجع طاو لي algorithmes نتاعنا. Donc, l'algorithme forêt aléatoire se trouve où? Eh ben, c'est un algorithme qui applique le paradigme bagging. D'accord? L'idée est simple. Tu vas prendre un ensemble des données, tu vas appliquer ton bootstrap, d'accord? L'ensemble des données, tu peux choisir une colonne, tu peux choisir 3 colonnes, tu peux choisir 4 colonnes, tu peux choisir toutes les colonnes. Après, le nombre d'observations, tu appliques bootstrap, d'accord? C'est forêt aléatoire, vraiment c'est aléatoire. Et puis, on va appliquer l'arbre de décision numéro 1, l'arbre de décision numéro 2, l'arbre de décision numéro n, puis on va appliquer en fait un système de vote. Bon, nous avons vu ce slide la semaine passée, d'accord?
Donc, je ne veux pas revenir. Les inconvénients et les avantages aussi. Mais maintenant, en fait, on va passer au boosting. Le boosting, c'est une technique qui s'explique comme ça. Donc, dans le boosting, on trouve un algorithme qui s'appelle AdaBoost. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire boosting? En fait, on va commencer avec un ensemble des données, d'accord? On va appliquer un algorithme, un classifieur. L'algorithme, c'est un classifieur faible, hein? C'est une droite. Okay? شوفوا معايا. عندي des plus, des bons clients, وعندي des moins, des mauvais clients. N'applique عليهم en fait un classifieur linéaire. Le classifieur linéaire se trompe. Okay. Plus, حطها في zone bleue, ou les deux moins, حطهم في les zones rouges. Que faire? On va en fait prendre les fausses prédictions, les prédictions erronées. وباش نزيد le poids نتاعهم. Je vais en fait augmenter, je fais de telle sorte, j'augmente le poids de ces prédictions fausses. De telle manière, il y a une grande croix et deux signes moins en caractère gras, en bold. J'applique à notre classifieur. Et ben, on remarque que ce classifieur va tenir compte de ces deux prédictions erronées. Donc, mais il va faire en fait des fautes. C'est un weak learner, c'est un classifieur faible, une droite. Donc, il s'est trompé. Update. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, à la fin de la journée, on va combiner plusieurs classifieurs. Voilà, on va combiner plusieurs classifieurs. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne le boosting. OK? Et bien sûr, je vais continuer en fait à vous fournir, disons, un cours complet sur le boosting, car il est assez compliqué. Voilà. Donc, pour mémoriser, le bagging fonctionne en parallèle. تاخذ des données, تعمل bootstrap نتاعك, bootstrap, boum, on t'applique en parallèle. Donc, les algorithmes du bagging sont parallélisables. Je me transforme à des cartes graphiques. Avec l'IGBM ou XGBoost. Non, j'ai dit n'importe quoi. L'IGBM et XGBoost sont parallélisables pour d'autres raisons. Ou le boosting, tu as des données, tu appliques à l'algorithme, tu changes les poids des prédictions fausses. Tu appliques à l'algorithme et ainsi de suite. Donc là, on a fini en fait le cours, la partie théorique du cours. Le fichier qui contient des données, peut-être on n'a pas le temps, il reste 3 minutes. J'ai commencé hier dans la vidéo à vous expliquer, disons, la partie préparation des données. Je vais continuer cet après-midi à faire plusieurs autres vidéos pour vous. أهم حاجة خلينا نمشي لأهم حاجة في الفيشيه هذه. ثم زوز حاجات مهمين. نمشي للفيشيه. Voilà. تمشي à peu près للcommande 83 je تلقى en fait l'application de l'apprentissage collectif voting classifier. Tu peux essayer. Mais ça c'est pas important. Bon, voilà, cela dit, حاجة ثانية. يا جماعة, l'algorithme Random Forest, c'est un algorithme utilisé pour faire une classification. Oui, on sait ça, d'accord. Mais cet algorithme, il permet aussi de distinguer les colonnes importantes, c'est-à-dire les colonnes ayant une grande quantité d'informations. Comment faire? L'algorithme Random Forest, on l'a instancié modèle RF. Oui, modèle RF. Le modèle RF, tu mets un point, tu appuies sur Tab, Autocompletion. Donc, tu vas obtenir Feature Importances. Enfin, je vous montre. L'instance Random Forest, je mets un point et j'appuie sur Tab. Et je trouve ça. Voilà, je trouve un truc en rouge qui s'appelle Feature Importances. Je fais Shift Entrée. J'obtiens en fait un tableau. Le tableau, je peux calculer sa forme, enfin sa longueur. 11 valeurs. D'après vous, ça représente quoi ces 11 valeurs? Ces 11 valeurs représentent en fait les 11 colonnes. Il y a des valeurs qui correspondent à chaque colonne.
en effet, يعطيك un poids de chaque colonne. Plus le poids est grand, plus la colonne contient plus d'informations. Donc, j'ai appliqué un algorithme de tri. Hein. J'ai passé les paramètres dans une liste. Alors, vous pouvez programmer ça. Hein. On n'a pas le temps. Quand j'ai au centre, on a programmé comme bon, on n'a pas le temps. Donc, j'ai un tri. D'accord, un tri. وشوف نلقى اللي age c'est la variable qui contient le maximum d'informations. وبعد كده عندي estimated salary, credit score ou balance. B, cerise sur le gâteau. باش تقول لي انت ما ثم كان random forest حتى ada boost. L'algorithme ada boost permet aussi de déterminer les colonnes les plus importantes. نابليكي انا ada boost شنو نلقى age, balance, estimated salary, credit score. نزيد نكمل نثبت نستعمل en fait un algorithme decision tree, un algorithme arbre de décision. Je trouve presque les mêmes résultats. Enfin, كالعادة age ou balance واحد. Bon, je veux améliorer la représentation. Je mets tout ça dans une série, hein, dans un objet pandas, ونستعمل الميثode sort values على الpandas et j'obtiens ça. C'est beau, hein? شفتها؟ قال لك اللي la variable age c'est la variable la plus importante. يعني نجم لهنا انت تقيد بالسيلو الاحمر اكتبها اكتب l'algorithme Fourier aléatoire, arbre de décision, AdaBoost, XGBoost, l'IGBM permettent de faire une classification. C'est le rôle primordial d'un tel algorithme. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de feature extraction. Feature extraction, c'est-à-dire on peut extraire les colonnes ayant features. Pardon. في الديفلوبمنت موهب feature extraction. هذه داخل في حاجه اسمها features engineering. يعني انت تنجم تطلع انهم لي فاريابل اللي فيهم اكثر importance وهكاك tu peux supprimer en fait les variables qui n'ont aucune importance. Voilà. Bon, techniquement techniquement, en fait, on a fini. Hein. C'est 10h30. Khalikum quand même pause. J'avoue, le cours d'aujourd'hui est très compliqué. Je vais continuer de toute manière. Je vais réaliser des vidéos. Ok, je vais les poster sur YouTube. Après, s'il n'y a pas de questions, quitte. Bon, j'espère que vous avez le code. اللي ما ديتهولكم وتجربوه وحدكم. Ou j'essaierai de vous envoyer en fait un petit exercice à faire où vous allez le rendre automatique comme une date limite. Oui, Asma, قل لي. Oui, Asma. Oui, bonjour monsieur. Oui, Asma. L'autre fois, madame, monsieur, l'exercice là tourne. Nous, à certains moments, معناتها نخدم فيه l'exercice بعد يقول لي وقت اللي معناتها نكمبيلي يطلع لي في الآخر في التخاين يقول لي عندك يتبلانت البيسي ويتسكر تطلع لي ايرور يقول لي memory error could not allocate ويقول لي معناتها اني مغود بايتس. بالك شي انت فوت الرام نتاع الاورديناتور نتاعك. En fait, quand tu dépasses la mémoire vive يعني de ton ordinateur, البيسي نتاعك يتبلانت نورمال نو؟ مسيو اسكو معناتها انا معناتها خدمتي غلطه ولا ما فهمتش؟ أنا راهو pour vous dire, alors vous m'avez envoyé vos essais. J'ai pas encore ouvert les emails. باش نبدا نتيليشارجي في les emails ويعني الخدمه نتاعكم pour la corriger واحد. تو سينون كتحب ابعث لي برينت سكرين نتاع الايرور نتاعك. اوكي باهي اوكي. انا خاطر بعث لك حتى ميم الفيشي مسيو كي معناتها نهبطها تولي ما عادش معناتها بايثون تولي معناتها تكست معناتها تبدل اصلا الوحده نتاعها. باهي اسمع. شوف اسمع كان تحب ابعث لي لي كيسيون هذوما في ايميل فهمت و تو نقول لك. داكور ميرسي عليك مسيو. مرحبا باهي يا جماعه. هو تكنيكمون انا فيني كان تحبوا برا خذوا البوز نتاعكم. انا قاعد توا كان واحد فيكم عنده كيستيون يعني بون يحب يقعد يلي موتيفي قبل ال 11 غير 4 في بالي عندكم كور 11 غير 4.
منير قلت لي انت ان بالانس دي كلاس ان فيت لي هذه حكايه اخرى جمله هذه حكايه في الديتكسيون دو فراد سي ان بو افونسي باش نعمل لكم نبعث لكم دي ان سيبور فريمون على ديتكسيون دو فراد اون فينانس mais normalement ça va madame وليتوا تعرفوا تعملوا parce que maintenant vous savez comment faire une classification donc attaquer un problème de fraude je pense sera assez facile pour vous. مسيو Oui. بلاي كيسيون في كيما حكى منير في لي موديل اللي عملناهم احنا معناتها يبريديكتي مليح النو تشيرن وما يبريديكتيش مليح معناتها مش ما يبريديكتيش مليح معناتها اقل برشا يبريديكتي تشيرن خاطر في لي دوني ابارامون النو تشيرن اكثر برشا معناتها هيك المشكله. وي انت عندك اي في الفيشيه اللي نخدموا فيها توا في الكور عندك 20% 80% في الفيشيه الاخرى يظهر لي عندك فريمون ان بروبليم يعني دو ديسبروبورسيوناليتي دي كلاس. وي باهي شوف وي منير قل لي. وي Monsieur, en fait, c'est presque pour la même remarque. معناها حسب ما قريت il y a 1200 qui ont معناها الفالور نتاعهم 1 و 6000 et quelques valeur نتاعهم 0. انا في الخدمه معناها جست عملت كيلكو ريشيرش ما مانيش سور معناها ما لقيته دونك جي سي كيلكو شوز كان نجم معناها بعد ما تشوف لي فيشي ناخذ لافي نتاعك سا سري سامبل. باهي انا قلت لكم راهو جي با انكور اوفير يعني فو ميساج باش نحلهم اليوم و je commence à charger votre travail et je commence à corriger. انا باش نعمل توا je vais prendre une pause وتنصور لكم plusieurs vidéos d'accord. je vais vous filmer plusieurs vidéos وكالعاده اما تفرجوا فيهم عاد على اليوتيوب خاطر كوميم ساعه ونص سي انسيفيزون باش نعملوا هذوما دي كور نتاع يعني تخيلوا معايا ساعه ونص اللي مازلت هي ساعه ونص براتيك كوا يعني كملنا البارتي تيوريك لازمنا ساعه ونص اخرى كوا. D'accord, merci monsieur. S'il n'y a pas de questions, je quitte. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.